Bienvenue dans le podcast Changer pour mieux, le podcast qui aide les femmes à aligner leurs aspirations personnelles avec leurs aspirations professionnelles. Je m'appelle Sophie et je suis consultante en accompagnement professionnel. Ici, je parle de carrière seule ou avec des experts et des invités. Si vous souhaitez avoir des conseils, des astuces, des expériences inspirantes pour vous aider dans vos réflexions professionnelles, vous êtes au bon endroit. Bonne écoute. Merci Jeanne et merci Édouard d'avoir accepté de venir intervenir sur cet épisode de Changer pour mieux. J'étais curieuse de vous recevoir dans cet épisode parce que j'ai vécu une expérience avec vous qui était une première pour moi et je trouvais intéressant que les auditeurs de Changer pour mieux puissent mieux connaître votre activité et découvrir comme moi ce que vous faisiez. Et donc, vous faites de l'équi-coaching. Et du coup, je voulais que vous veniez en parler dans cet épisode de Changer pour mieux. Donc, je vais vous laisser, c'est la première fois que j'interviewe deux personnes en même temps, hein, Jeanne et Édouard. Donc, je vous laisse du coup vous partager la parole. Mais je vais vous laisser vous présenter et puis ensuite présenter un petit peu votre entreprise d'équi-coaching et puis le principe de l'équi-coaching, les bienfaits, les enjeux. Et on va commencer, comme on est en France dans un pays galant, par Jeanne. Merci. Alors, donc, je m'appelle Jeanne Brassard. J'ai eu envie de réunir donc ma passion des chevaux et les dynamiques d'équipe et d'entreprise. Je me suis donc formée au coaching et à l'équi-coaching. Et aujourd'hui, donc, je propose cette approche avec Édouard depuis 2018. On s'adressait essentiellement aux entreprises. Donc, pour des questions de dynamique d'équipe, cohésion, posture managériale, résolution de conflits. Voilà, on a tout un tas de valeurs ajoutées avec nos chevaux. Merci Jeanne de cette première présentation. Et du coup, Édouard. Merci Sophie pour nous donner la parole. Alors, je m'appelle Édouard Gass. J'ai 20 ans d'expérience dans le domaine de la gestion de projets en énergie. J'ai fait les mines de nickel, les plateformes pétrolières, et développer un champ éolien en mer, l'énergie nucléaire. Et puis, j'ai eu la chance de pouvoir combiner ma passion du comportement humain et du cheval pour me former à l'équi-coaching. Et comme le disait Jeanne, on a créé Wake Up In pour accompagner les entreprises avec le cheval en 2018. En voyant l'impact que pouvait avoir le cheval sur l'humain et puis aussi par une histoire de vie, ma maman était accompagnée par le Centre Léon Bérard pour un myélome pendant 23 ans. On a eu envie de créer une association qui s'appelle Mouni il y a 1 an pour proposer de l'équi-coaching à un public fragilisé par un accident de vie ou vivant avec un handicap invisible, à retrouver une vie sociale et professionnelle avec la sensibilité du cheval. C'est intéressant, mais finalement, pourquoi avoir choisi le cheval plutôt qu'un autre animal comme un chien, un chat ou tout autre animal finalement? Donc le cheval est un animal, dans la nature, est un animal de proie. Il a développé une grande sensibilité à son environnement. Il va donc être très à l'écoute de la personne qui veut rentrer en contact avec lui. Donc, il va vraiment scanner cette personne pour comprendre en fait quelle est son intention. Et donc, nous, on va utiliser les retours que font l'animal quand notre client, la personne qu'on accompagne, est en interaction avec lui. Le cheval, c'est un animal grégaire, donc il vit en troupeau. Ils ont toute une organisation hiérarchique au sein du troupeau qu'on peut aussi utiliser. Ils ont vraiment besoin les uns des autres pour vivre, un peu comme nous, les humains. Donc, on va aussi travailler sur notre place dans le collectif et le développement du fameux leadership, parce que le cheval a vraiment besoin de sentir que la personne est sûre de là où elle veut emmener l'animal et pourquoi elle veut l'emmener. Sinon, il ne suivra pas cette personne. Oui, et ce que je disais, c'est qu'en effet, on peut entendre en quoi l'équi-coaching a sa place pour faire travailler sur la cohésion de groupe, travailler sur notre posture de manager, notre façon de manager. Mais du coup,
comment ça peut accompagner quelqu'un dans sa réflexion individuelle, hormis le fait, oui, que je peux me questionner sur ma posture managériale, mais si je ne suis pas en posture managériale ou que je ne veux plus l'être, est-ce que l'equi-coaching peut être un outil qui m'aide à accompagner ma réflexion professionnelle, me reconnecter peut-être avec mes envies, mes besoins? Donc le cheval a une présence naturellement apaisante, ce qui est vraiment intéressant quand on est dans un moment de questionnement dans sa vie, notamment professionnelle. Ça va permettre de se calmer, de pouvoir un peu plus réfléchir calmement et donc d'avancer. Et puis surtout, le cheval, comme l'a dit Jeanne, il est hypersensible et donc il va avoir des réactions spontanées à ce qu'il capte chez nous, à nos émotions, à nos comportements enfouis. Et sa réaction spontanée, sans jugement, va nous permettre des prises de conscience. Et c'est ces prises de conscience qui vont nous permettre d'avancer sur un cheminement de questionnement, si c'est le cas d'un questionnement de transition professionnelle sur quels sont mes besoins, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qui je suis, comment je me comporte dans un environnement nouveau. Et tout ça, ça va permettre, la réaction du cheval va permettre de mieux me connaître. Et mieux me connaître me permettra de répondre à certaines questions. Donc du coup, oui, en effet, il y a un travail que vous faites donc avec le cheval, où du coup, la personne est en interaction avec le cheval et du coup peut se questionner vis-à-vis des réactions du cheval. Mais du coup, concrètement, comment ça se passe? Alors déjà, moi, j'ai vécu du coup en collectif cette expérience-là. En individuel, est-ce que vous êtes seul avec la personne et avec le cheval, ou est-ce que vous faites de l'individuel mais en groupe? Enfin, comment ça se passe? Et puis concrètement, qu'est-ce que vous faites faire à la personne qui est en coaching? Alors, on peut faire des séances individuelles. C'est très intéressant pour la personne parce qu'elle a toute notre attention pour elle et toute l'attention du cheval pour elle. Donc, en général, elle ressort avec beaucoup de matière, de pistes, de prise de conscience. On ne monte pas à cheval en équi-coaching. Et donc, c'est vraiment une interaction de moment avec l'animal et d'échange avec nous, où on va venir questionner, on va venir interroger, creuser un peu certaines questions. C'est des exercices qui sont très très simples. Le but, c'est vraiment d'apprendre quelque chose sur soi. C'est pas de réussir l'exercice. On a des exercices où le cheval est tenu en main, d'autres où le cheval est en liberté. Et donc, on peut avoir un cheval, on peut avoir 2 chevaux, on peut avoir 3 chevaux en liberté. Et donc là, la proposition, c'est que la personne fasse bouger ses chevaux en liberté dans le manège. Enfin, en fonction de la demande et du besoin, on va adapter en fait la proposition de séance. On peut aussi adapter le cheval avec lequel on travaille en fonction de la demande, en fonction du client. Je vais aller chercher un cheval avec tel ou tel caractère. Oui, parce que du coup, il faut de ton côté que tu connaisses très bien le cheval. Et d'ailleurs, c'était une question peut-être que se posent les auditeurs. Est-ce que si on n'aime pas particulièrement les chevaux, si on n'a jamais monté à cheval, est-ce qu'on peut faire de l'équi-coaching? Oui, bien sûr, c'est accessible à tous. Et si on a peu de connaissances ou pas de connaissances de l'animal, c'est encore mieux. Parce qu'on est complètement neutre et vierge de tout. Donc, les réactions, les comportements seront encore plus spontanés et naturels. On peut aussi faire de l'équi-coaching quand on est cavalier, mais il y a un petit biais d'apprentissage qui peut être présent. Et du coup, Édouard, toi, tu disais que tu as donc vous avez monté donc une autre structure pour accompagner des personnes qui ont des handicaps invisibles, donc qui ont voilà des fragilités. En quoi ça les aide et quelle forme ça prend du coup cet accompagnement-là? Et est-ce que ça peut prendre une forme aussi qui peut les aider dans leur vie professionnelle? Parce que c'est pas parce que elles sont fragilisées qu'elles n'ont pas de vie professionnelle. Est-ce que ça peut les aider là-dedans? Complètement, et c'est clairement l'objectif justement d'un retour à la vie professionnelle.
Si on prend le cas, par exemple, d'une patiente qui a eu un cancer, eh ben, dans son parcours de maladie ou de patiente, il y a le choc de l'annonce de la maladie. Après, il y a le traitement dans une bulle thérapeutique avec une équipe de médecins et des supports aidants, de la famille ou des amis. Puis ensuite, il y a la guérison. Et après la guérison, on est un petit peu livré à soi-même. Et souvent, des patients disent qu'ils sont un petit peu certaines dépressions parce que oui, il faut revenir à la vie professionnelle. Certains gentiment, en bienveillance, veulent nous donner des petits coups de pied aux fesses, mais il faut digérer toute cette maladie. Ça prend du temps et justement, nous, avec l'association qui s'appelle Mouni, on va venir faire ce trait d'union entre la guérison pour digérer tout ça, réapprendre à se connaître et retrouver une vie sociale et professionnelle qui nous correspondent, parce que niveau mental et au niveau physique, on n'est peut-être pas la même personne qu'avant. On n'a peut-être pas envie de reprendre le même travail. Et un exemple très concret, là, c'était une dame qui était venue à l'issue d'un cancer. Elle disait qu'elle avait passé la colère du traitement et de la maladie, mais on l'a mis en situation, dans un rond de longe, avec le cheval en liberté. Et l'exercice, c'était de mettre le cheval, de faire galoper, de faire trotter, mettre le cheval au pas, au trot et voir au galop. Mais là, chose un peu extraordinaire, ce qui s'est passé, c'est que le cheval s'est mis à galoper tout de suite. Donc, c'est une réaction de fuite pour lui. C'est qu'il a perçu des choses que la personne ne percevait pas. Et par notre travail de questionnement, elle s'est rendue compte qu'elle lui restait de la colère et que la colère était liée à ses anciens collègues, à ses collègues, parce que pour elle, ils n'avaient pas eu le comportement soutenant qu'elle attendait pendant qu'elle était traitée. Et dans 2 semaines, elle devait retourner au travail. Donc, elle était dans une situation un petit peu anxieuse de retrouver et de colère par rapport à ses anciens collègues-là. Donc, le cheval lui a permis de prendre conscience qu'il lui restait de la colère par rapport à ses anciens collègues, de mettre le doigt sur qu'est-ce que c'était. Et puis, nous, on lui a permis de dépasser cette colère-là pour faciliter son retour à la vie sociale, à la vie professionnelle. Mais pour d'autres personnes, ça va être oui, avant je faisais ce travail-là, mais ça me correspond plus du tout. J'ai pas envie de faire ça. Et je viens vous voir parce que je suis en questionnement et j'ai besoin de savoir dans quelle direction je vais aller. Du coup, comment est-ce que ces personnes vous trouvent? Est-ce que c'est pour les personnes malades par le biais des associations d'aide aux malades? Comment est-ce qu'ils font la démarche de se dire tiens, avant de reprendre par exemple mon travail, si j'ai été malade, je vais faire une séance d'équicoaching? Alors là, on débute, donc on communique un petit peu. On nous trouve, oui, par les associations. Il y a l'association S'informer Cancer sur Valence, qui accompagne les personnes qui ont atteint d'un cancer du sein. Sinon, on est aussi en partenariat avec l'hôpital de Valence pour notamment des problèmes d'addictologie, la clinique Pasteur sur le Ramsay Santé pour l'oncologie. On va développer un projet de recherche scientifique sur l'impact de l'équicoaching dans la relation de couple quand l'homme a eu un cancer. Donc, comment la médiation équine peut améliorer la relation dans le couple. Et on est aussi avec l'émission locale. Donc, on est en partenariat avec différentes structures de soins et de santé. Et sinon, on a un site internet, mouni.fr, mouny.fr. Et donc, c'est vraiment deux choses, finalement, deux structures différentes avec une méthodologie commune qui est l'équicoaching. Mais du coup, pourquoi avoir séparé finalement, pourquoi avoir fait une structure spécifique pour l'accompagnement des personnes malades, alors que votre entreprise d'équicoaching existait? Parce que souvent, avec l'association, s'adresse à un public fragilisé. Donc souvent malades ou qui sont, et donc ce public fragilisé est souvent en arrêt maladie ou au chômage, donc avec des faibles revenus. Nous, ce qu'on a voulu, c'est proposer cet accompagnement au plus grand nombre. Et donc ça voulait dire que fallait qu'il soit financé. Et donc l'association permet d'aller chercher des financements, parce que c'est une association d'intérêt général, donc avec des dons qui sont défiscalisés pour les mécènes et les donateurs, de proposer cet accompagnement déjà financé, parce qu'il a un coût, parce qu'on va louer le centre équestre, les chevaux, et puis on est soit 1 ou 2 équicoachs. Si quelqu'un voulait le faire, mais dans le cadre, pas suite à une maladie, mais plus là, dans le cadre d'une réflexion professionnelle, mais voilà, parce qu'il a envie de changer de métier, ou il en a marre de là où il est, c'est plutôt Wake Up In.
auprès de qui il doit s'adresser, même si finalement après ça reste les mêmes méthodologies encore, mais après pas forcément en effet à prendre avec les mêmes précautions par rapport à une personne qui sort d'un cancer et une personne qui est juste, je dirais, en réflexion professionnelle. Non, alors pour faire simple, en fait, la Wake Up In, qui est sous une forme juridique SARL, s'adresse aux entreprises, et Mouni, la forme associative, s'adresse aux particuliers. D'accord, ok, je comprends. Et du coup, concrètement, moi là, je suis plutôt sur le focus du coup personne individuelle en réflexion. Alors après, peut-être qu'on a des RH qui m'écoutent et qui auront aussi l'idée pour leurs équipes ou pour des salariés qui sont en réflexion professionnelle au sein de leur entreprise, mais on est plutôt sur le volet démarche individuelle, je dirais. Comment ça se passe en termes de temps? Combien de temps il faut? Est-ce qu'il faut plusieurs séances? Est-ce qu'une seule séance suffit? Est-ce qu'il faut que ce soit en lien avec une autre démarche type bilan de compétences ou est-ce que ça peut se faire tout seul? Les deux options sont possibles, en sachant que si les séances d'équicoaching rentrent dans un cadre d'accompagnement tel bilan de compétences ou coaching individuel, bien sûr, les résultats en fait seront plus puissants parce que voilà, il y a tout un processus d'accompagnement dans la durée qui est quand même indispensable pour ce type de réflexion. Après, une séance ponctuelle est possible aussi. Soit ponctuelle uniquement avec l'équicoach. Ça donne pas mal de matière qui pourra être retravaillée ensuite avec la personne qui accompagne dans le bilan de compétences, par exemple. Ou bien, je peux aussi faire des séances en co-animation. Si la personne est déjà en coaching, eh bien, le coach qui suit la personne peut venir pendant la séance. Donc ça, c'est aussi très intéressant parce que du coup, il a une vision et il peut récupérer toute la matière qui sort de la séance d'équicoaching. Après, moi, je propose aussi des coachings individuels. Donc, je peux aussi assurer le coaching individuel et les séances d'équicoaching. Oui, parce que moi, je voyais l'intérêt aussi de l'équicoaching dans le cadre d'une démarche un peu plus globale où finalement, c'est un outil parmi d'autres tout à fait. à disposition de la personne. Et voilà, ça a plus d'impact si c'est utilisé dans le cadre d'une démarche un peu plus globale. Bien sûr, parce qu'après, on va vraiment venir exploiter ce qui s'est passé en séance. Donc, l'idéal, c'est de faire une séance en début de processus. Comme ça, on fait un peu l'état des lieux. Et puis, une séance en fin de processus. Et là, on peut voir toutes les avancées. C'est puissant, ouais. Oui, c'est pas mal de voir comment le séquencer dans une démarche plus globale parce que c'est vrai que c'est dommage d'arriver, nous, donc on a fait une séance de découverte de 2 heures en groupe, du coup, où on était 5 ou 6. Et c'est vrai qu'il ressort des choses et finalement, ce qui est un peu frustrant quand on fait qu'une seule séance, c'est de se dire, voilà, il ressort des choses, ça aurait été bien d'aller plus loin et de travailler dessus. Oui, bien sûr. Non, effectivement, c'est encore plus percutant quand c'est accompagné par un processus de coaching, de réflexion en tout cas, avec une personne compétente, quoi. Parce que toi, du coup, Jeanne, tu fais donc de l'accompagnement individuel en coaching classique et tu intercales comme ça des séances d'équicoaching dans tes séances de coaching individuel. Voilà, c'est ça. Après, en fonction de l'appétence de mon coaché, bien sûr, mais j'ai quand même beaucoup de personnes qui apprécient et qui sont juste curieuses, en fait, de ce qui peut se passer. Et donc, oui, une séance en début. Alors, en général, la deuxième séance de coaching. La première, c'est vraiment une séance de découverte, de définition des objectifs. Et en deuxième séance, c'est vraiment bien de pouvoir ouvrir là-dessus. Et ensuite, il y a tout le processus de coaching qui se déroule. Et enfin, avant-dernière séance, on fait une séance avec les chevaux. Ok, intéressant. Et donc, concrètement, est-ce que vous avez des exemples de ce qui a pu ressortir? Édouard en a un petit peu parlé déjà avec la personne qui devait reprendre son travail là.
est-ce que vous avez d'autres exemples de ce qui a pu advenir dans le cadre, par exemple, toi, du coaching, des coachings que tu suis, de quelqu'un qui avait eu comme ça bénéficié des quick coaching? Comment ça l'a aidé? Qu'est-ce que ça a permis de mettre en lumière et qu'est-ce qui en est ressorti derrière? Mhm. Alors là, je pense à une personne que j'ai accompagnée il y a déjà quelques années, qui travaillait en mission locale et qui souhaitait postuler pour le poste supérieur à celui qu'elle occupait. Et donc, c'est une personne qui avait énormément de compétences, mais manquait pas mal de confiance et d'affirmation. Donc, la première séance, le cheval a tout de suite réagi en fonction, c'est-à-dire elle était vraiment dans l'envie de créer le lien et de laisser un maximum de liberté dans ce lien. Du coup, le cheval l'a pas du tout suivi. Et le cheval s'est baladé, en fait, hein. Ils ont passé un très bon moment, le cheval a passé un très bon moment. Mais en tout cas, la proposition d'exercice n'a pas pu être réalisée. Et en fin de processus, j'avais une personne qui était beaucoup plus, nous on appelle ça congruente, c'est-à-dire alignée, tête, cœur, corps, décidée de là où elle voulait aller, comment elle voulait y aller, et en gardant toujours cette qualité qu'elle avait de rentrer en relation. Donc, elle avait tout le feeling nécessaire pour créer la relation avec le cheval. Et en plus, le parcours de coaching lui a permis de trouver cette affirmation qui lui manquait en fait en début de coaching. Donc oui, du coup, ça peut aussi permettre de travailler sa posture, quoi. Elle, finalement, ça lui a Voilà. permis de travailler sa posture. Oui, complètement. Du coup, il y a plein d'applications possibles de cet outil. Et du coup, les séances, nous, la séance qu'on a faite, c'était une séance de 2 heures. Les séances en coaching individuel, elles durent plutôt combien de temps? Est-ce que c'est 2 heures? Est-ce que c'est plus? Est-ce que c'est moins? Et non, c'est jamais plus. C'est entre 1h30 et 2 heures. On a toujours un temps d'ouverture en fait, ou de discussion ensemble avant d'aller avec les chevaux, et puis un temps de clôture. Mais la séance dure en général 1h30. La Ok. séance individuelle, voilà. Accompagnement collectif, par exemple, Édouard, toi, dans le cadre de ce que tu fais, est-ce que il y a on parlait d'accompagnement individuel, mais est-ce qu'il y a aussi de façon individuelle pour moi, je veux, mais au sein d'un groupe, quoi, pas pour faire cohésion avec le groupe, mais pour, est-ce que vous faites ce genre aussi de choses ou pas du tout? Oui, complètement. Et là, j'y étais ce matin, j'en faisais un ce matin, avec 4 personnes qui ne se connaissaient pas. Et à chaque fois, le retour, c'est la puissance du groupe, la puissance du regard de groupe, la puissance de mettre face à un groupe, d'être observé et les retours. Et j'apprends autant en regardant en faisant. Et c'est dans la dynamique d'avancer aussi, quand les personnes ont à peu près les mêmes problématiques ou les mêmes questionnements, et ça permet un peu de sortir de sa roue du hamster, de voir que, il y a d'autres personnes qui ont les mêmes questionnements, donc je ne suis pas tout seul, je ne suis pas isolé, et que 2, il y en a peut-être qui sont plus en avant sur leurs réflexions et qui peuvent me donner des bonnes pistes de réflexion ou des bonnes ressources, ou c'est moi qui peut donner mes pistes de ressources, et tout le monde est gagnant-gagnant dans cette relation ensemble. Oui, c'est vrai, parce que nous, c'était aussi finalement ce qu'on a fait, de réfléchir à sa posture individuelle, mais en étant en groupe. Et la question du regard du groupe était importante parce que on sait qu'on est regardé, donc voilà, c'est pas la même chose quand on est en groupe que quand on est en individuel. Et puis oui, on voit les autres aussi comment est-ce qu'ils agissent. Donc ça peut être un élément aussi d'apprentissage supplémentaire. D'être en groupe et voilà, d'émulation, d'intelligence collective aussi finalement, qui a pas forcément, bon voilà, c'est pas les mêmes choses, quoi. Quand on est seul, bon, on va peut-être plus en profondeur, on peut peut-être toucher plus à l'intime, mais par contre en groupe, on a peut-être ce jeu d'intelligence collective qui est présent et qu'on n'a pas quand on est seul en coaching individuel. Exactement. Ouais, on peut aller beaucoup plus loin. Là, après, ce qu'on aime bien aussi, donc c'est des petits groupes, c'est pas des groupes de 10-12, là, c'est entre 4 et 6.
Ce matin, on était 4 et chacun a sorti son dossier, quoi. Et 4, du coup, c'est une séance de 2 heures aussi, ou c'est plus long quand on fait en groupe? Là, on a fait 3 heures. Non, c'est plus long quand on est en groupe. C'est au moins 3 heures. Ça dépend le public, c'est entre 3 et 4 heures. Mais si c'est un public fragilisé, c'est 3 heures parce qu'après, il y a la fatigue. On est debout, on est avec le cheval. Et puis, l'émotion, on se connecte à des émotions et les émotions sont fatigantes, il faut les digérer. Donc, plein de choses finalement à tirer de cette pratique. Qu'est-ce qui vous a amené l'un et l'autre, Jeanne et Édouard, du coup, à cette pratique? Jeanne, donc tu disais que tu étais une cavalière en fait au départ. Qu'est-ce qui t'a amené à cette relation au cheval qui est quand même différente? Et puis après, Édouard, on te passera la parole pour la même question. Alors, cette relation au cheval qui est quand même différente, en fait, moi, ce qui m'a amené à ce métier, en fait, à cette proposition d'accompagnement, c'est plus la relation humaine que la relation au cheval. Alors, la relation au cheval, moi, je la connais par cœur parce que je la pratique depuis que j'ai 4 ans et je sais ô combien elle m'a construite et tout ce qu'elle m'a confrontée, en fait, cette relation au cheval. Et c'est de par mon parcours et de par mon histoire avec cet animal, euh, voilà, ça m'a donné envie en fait de faire profiter cette expérience au plus grand nombre, quoi. Et voilà, je suis ravie de pouvoir. J'ai l'impression de m'approcher un peu plus de l'humain dans ces moments-là. Et vraiment, moi, ça me fait chaud au cœur, quoi, de faire ce métier. Et Édouard, toi, qu'est-ce qui t'a amené à ça? Un long processus, un long cheminement. Et au début, ma culture d'éducation, c'était pas du tout ça. Je dois être le seul à aimer les animaux, encore plus les chevaux. Comme je disais au début, je viens du monde de l'ingénieur. J'ai commencé à me former parce que je voulais racheter une boîte. Et je savais que pour développer une boîte, il faut travailler sur sa communication et être avenant pour faire des trucs commerciaux. Donc, je me suis formé à des outils de coaching. Et puis après, un pas après l'autre, j'ai passé ma certification de coach. On s'est installé et le fil conducteur, c'est me reconnecter à moi, en fait. Et ça m'a pris 10 ans, cette formation, cette reconversion, cette reconnexion à soi, reconversion, de oser. Au tout début, quand j'étais enfant, je voulais soit être vétérinaire, soit bosser dans les RH. Mais quand je disais RH, c'était un peu plutôt côté psy. Et puis, mes parents m'ont dit non, mais les psys, c'est pour ceux qui ont un problème. Donc, j'ai écarté ça. Et puis, là, à 45 ans, j'ose y retourner à fond. Et ouais, c'était une transition de 10 ans qui est pas à pas, lâcher le monde, se connecter au cheval, aller dans le conseil. Et puis là, je vais jusqu'à la thérapie. Donc, c'est chouette. C'est le temps que ça prend. Et par contre, je suis cavalier depuis tout petit. Et depuis que je fais de la médiation avec le cheval, je ne monte plus à cheval. Oui, c'est pas la même relation quand on est en médiation avec le cheval que quand on lui monte dessus, quoi, c'est ça. Ouais, exactement. Et j'apprends à le redécouvrir autrement. Moi, ce qui m'avait marqué du coup dans notre séance, c'était si on avait eu, on a la photo, mais je la diffuserai pas. Mais c'est vrai qu'on a on était en cercle comme ça, et on avait le cheval au milieu de nous, comme un être à part entière. Il s'était mis en position, vous avez dit, de repos là, avec les deux petites pattes croisées, quoi. Et en fait, il nous écoutait débriefer, comme s'il faisait partie du groupe. Moi, c'est ça l'image que je retiens de ce cheval qui faisait partie finalement du groupe et qui nous écoutait débriefer. Et s'il avait eu la parole, il aurait débriefé avec nous, fait son feedback. Et donc ça, c'était vraiment impressionnant. Et pour le coup, personne ne le tenait et restait là au milieu de nous. Voilà, il avait fait le choix de rester là. Il était bien là avec nous. Et c'est vrai que c'est cette qualité de relation et de présence qu'on cherche en fait avec les chevaux maintenant dans ce qu'on propose avec l'équicoaching. Et plus que des objectifs de réussite, de performance,
Voilà, on est plus dans tout ce qui est équitation éthologique aussi, qui se développe énormément depuis une quinzaine d'années en France. Et du coup, ça fait vraiment évoluer la relation avec les chevaux et évoluer vers le mieux pour eux Oui, et pour nous, du coup. Parce c'est qu'ils ça. nous enseignent beaucoup de choses. Mais oui, voilà, c'est ça. C'est vrai que du coup, on apprend beaucoup sur soi. Il y a des choses. Après, en effet, ça mérite d'être creusé. Mais du coup, ce que je retiens, et puis je mettrai du coup en ressources du podcast les liens vers vos sites internet pour trouver Wake Up In et puis l'association Mouni. 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 Donc, je mettrai les ressources. Je mettrai aussi donc vos profils LinkedIn dans les ressources du podcast pour ceux qui ont envie d'aller plus loin sur le sujet, de tenter un equi-coaching individuel ou en groupe, qu'ils soient en réflexion professionnelle ou qu'ils aient eu aussi un accident, enfin un accident de la vie ou une maladie ou qu'ils aient été fragilisés. Et il y en a, je pense, un certain nombre quand même de personnes qui peuvent être concernées. Donc, du coup, je mettrai tout ça en ressources, mais c'est vrai que à tester pour voir comment ça peut nous éclairer, nous questionner, même si je pense qu'en effet, on ne prend finalement que on ne peut avoir vraiment la richesse de l'expérience que aussi accompagner avec d'autres, voilà, dans une démarche un peu plus globale d'accompagnement individuel ça peut un outil intéressant à mobiliser pour aller plus loin en fait dans sa connaissance de soi, travailler sa posture. Exactement. C'est une expérience et donc du coup ça se vit. Et là d'en parler, ça peut paraître un petit peu plat ou un petit peu étrange pour les personnes qui écoutent, mais tout est dans l'expérientiel, dans l'émotionnel et dans l'expérientiel. On débranche un petit peu le cognitif et la tête. Et rien que ça fait énormément de bien. Oui, et du coup, d'ailleurs, on n'est pas sur son téléphone, vu qu'on est dans un manège. Alors, le manège, c'est un endroit où le cheval est donc en liberté, mais c'est clôturé. Et du coup, oui, on est en contact avec de la terre. Donc, en fait, c'est vrai que ça nous déconnecte aussi pendant 2 heures ou pendant la durée du coaching. Donc, ça permet aussi de sortir du cadre, en fait. Exactement. Et de voir les choses autrement. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter avant de clôturer cet épisode de podcast ? Écoute, merci beaucoup Sophie, ravie d'avoir pu partager notre approche et qui est encore toute nouvelle en France. Et on commence à en parler un petit peu plus, mais c'est un métier qui est en train de se structurer et on serait ravis de partager l'equi-coaching avec tes auditeurs s'ils en ont envie. Vous me direz ce qu'il en est. Et Édouard, du coup, le mot de la fin ? Je dirais que le cheval permet de rendre visible l'invisible et d'avancer sur son chemin de vie. Et un grand merci à toi. Merci beaucoup. Merci de votre intervention. Et puis, pour les auditeurs, je vous invite à nous laisser en commentaire du podcast si jamais vous testez ou si vous avez testé, voir un petit peu comment vous l'avez vécu. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast. J'espère qu'il vous aura appris à mieux connaître ce qu'est l'equi-coaching et qu'il vous aura donné envie de tester cet outil de connaissance de soi. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre plateforme préférée de podcast et je vous donne rendez-vous au prochain épisode.